Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons un petit peu parler de comparaison analytique. Alors en fait, aujourd'hui, je vais me pencher sur comment on trouve la valeur critique dans chaque table. Je rappelle que pour une comparaison analytique, le calcul reste toujours le même, mais ce qui change, c'est la table que nous utilisons pour trouver la valeur critique. Ainsi, nous avons trois principales situations. Soit nous faisons des comparaisons a priori orthogonales, a priori non orthogonales ou des comparaisons a posteriori. Pour ce qui est de la table de Fisher, donc table de Fisher on l'utilise lorsqu'on fait des comparaisons analytiques a priori orthogonales. Donc je rappelle, il faut faire le test d'indépendance des contrastes pour vérifier si c'est bien orthogonal. Il faut que ce test d'indépendance soit égal à 0. Pour trouver la valeur critique, on s'intéresse tout simplement à la colonne numéro 1. Alors, la colonne numéro 1, ça paraît un peu vague comme ça, mais vous allez vite comprendre grâce à cette petite manipulation devant vous. Alors, on va juste mettre en rotation parce que là, c'est... Voilà. Donc là, on a la table de Fisher, et donc, ce qui nous intéresse, suite à... Après avoir obtenu un F de comparaison, donc suite au calcul d'un contraste, on va toujours se concentrer à la première colonne, la colonne qui contient le 1. Tout simplement parce que ce 1 correspond au DDL du contraste. Le DDL d'un contraste est toujours égal à 1. Suite à ça, on va aussi s'intéresser, en ce qui concerne les lignes, pour trouver en fait la bonne ligne de la bonne colonne, on va s'intéresser au DDL intra, donc au DDL en fait de l'erreur associée au contraste. Donc DDL de l'erreur, qui peut varier selon les différents plans, plan boité, plan croisé, ou encore plan mixte. Mais on a ici les différentes erreurs disponibles. Donc là, dans un plan boité, on a uniquement la somme des carrés intra, qui est entre guillemets l'erreur. Donc dans les plans boités à deux facteurs, on a la somme des carrés AB, donc entre parenthèses AB. Pour le plan croisé, on a juste SCAS. Et pour le plan croisé à deux facteurs ou plus, on en a plusieurs ici. Donc on a le SCAS, le SCBS et le SCABS. Donc là, il y a 3 erreurs ici. Donc il faut bien prendre le bon DDL de la bonne erreur, quoi. Et puis pour les plans mixtes, c'est le SA et le BSA, les deux types d'erreurs. Voilà, donc en fait, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a différents types d'erreurs et qu'il ne faut pas se tromper. Il faut trouver la bonne erreur. Attendez, hop, ça fait un petit son bizarre, je vais couper le son de l'ordinateur. Et du coup, on poursuit tout de suite maintenant en passant à des comparaisons analytiques a priori non orthogonales. Donc là, on a deux possibilités. La table de données sera utilisée uniquement si on fait des comparaisons 1 à 1 avec un groupe contrôle. Typiquement, groupe contrôle avec le groupe expérimental 1, groupe contrôle avec le groupe expérimental 2, etc. etc. Si à chaque fois on compare à un groupe contrôle, on utilise alors la table de données. Pour toute autre situation, mais toujours dans le cadre de comparaison a priori non orthogonale, on utilisera la table, ou plutôt les tables de Bonferroni et de Sidak pour trouver les valeurs critiques. Alors donc pour données, ce qui compte c'est le nombre de groupes, donc entre guillemets du coup le A. Si typiquement il y a plusieurs VI, donc c'est par exemple un plan moté à deux facteurs, là ce qui comptera c'est le nombre de modalités total, donc A fois B. Là j'ai mis A en imaginant que c'est juste un plan boité ou un plan croisé à un seul facteur. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre de modalités pour la colonne, et pour la ligne, ça va être comme d'habitude, enfin comme d'habitude, comme souvent, le DDL intra. Donc si je prends la table de données, comme il est marqué, en fait c'est marqué sur la table, je vous montre juste la table.
c'est voilà, c'est le nombre de groupes qui compte en prenant en compte le groupe contrôle. Donc typiquement, il y a 2 groupes expérimentaux et un groupe contrôle. Il y a donc, dans ce cas-là, 3 groupes. Pour ce qui est de Bonferroni et Sidak, excusez-moi, j'étais zoomé sans le faire exprès. Là, ce qui va compter, c'est pas le nombre de groupes, mais c'est le nombre de contrastes qu'on fait. Donc typiquement, si on a 2 contrastes, ce qui va nous intéresser, c'est la colonne contenant le 2. Si on a 6 contrastes, ça sera la colonne avec le 6. Donc là, je vous montre juste la table de Bonferroni, du coup. Bon, je vais pas vous montrer celle de Sidak parce que les deux sont très semblables, mais en partiel à ce que nous a dit notre chercheur de TD, il faut écrire les valeurs critiques trouvées à la table de Bonferroni et à la table de Sidak. Donc là, vous voyez ici, 2, 3, 4, 5, 6. Imaginons qu'on a 6 comparaisons, donc 6 contrastes, et bien ça sera cette colonne-là qui nous intéressera. Alors ensuite, on finit tranquillement avant de faire un petit test, voir si vous avez compris. On finit juste avec les comparaisons analytiques a posteriori. Donc là, on a Sheffey ou Tukey. Donc je rappelle, Tukey, c'est qu'on fait toutes les comparaisons un contre un, donc une modalité contre une autre. Alors que Sheffey, c'est toutes les combinaisons possibles. Donc ça peut être, dans le cas de 3 modalités, c'est tous les 1 vs 1 et tous les 1 vs 2. Alors du coup, pour Sheffey, ce qui nous intéresse, c'est en fait la valeur qu'on va trouver avec la table de Fisher. Donc en fait, pour Sheffey, bizarrement, on va réutiliser la table de Fisher, donc toujours avec le 1 et le DDL intra associé. Et cette valeur-là, donc cette valeur critique, on va venir la multiplier par A-1, donc le nombre de modalités moins 1. Ensuite, nous avons Tukey. Ou Tukey, là, ce qui va nous intéresser, toujours le DDL, pour les lignes, c'est toujours le DDL intra. Mais par contre, pour les colonnes, c'est l'étendue. Alors l'étendue, n'hésitez pas, parce que je ne vais pas m'étaler là-dessus dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ou à prévenir si vous voulez peut-être un petit résumé pour si vous n'avez pas bien compris l'étendue. Comment on fait pour la calculer typiquement pour chaque contraste. Et donc là, on va faire un petit test où on va imaginer en fait, parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que parfois, pour les plans où on n'a qu'une seule erreur, on peut directement connaître la valeur critique à partir du plan expérimental. Là, je vais vous donner un exemple, du coup, vous allez pouvoir un petit peu tester, voir si vous avez bien compris comment on trouve la valeur. Tout simplement, vous avez le plan expérimental suivant, donc, que vous voyez ici. Donc là, on est d'accord que là, on a donc 40 sujets, et le A4, c'est un plan emboîté, donc on a 4 modalités, avec 40 sujets, donc ce qui fait un total, un N à 160, quoi. Donc là, déjà, rien qu'à partir de ces éléments-là, on peut deviner le DDL, du coup le DDL intra, tout simplement parce que ici on a un plan emboîté à un facteur, donc l'erreur, ça sera celui-là, l'erreur, c'est le SC entre parenthèses A, donc le SC, somme des carrés intra, quoi. Donc pour trouver ce DDL, ce qu'il faut faire ici A fois S moins 1. Ainsi, on peut faire 4 fois 40 moins 1, ce qui correspond à 39 fois 4. Et donc 39 fois 4, ça fait, si je dis pas de bêtises, ça fait 156. Il est pas bien beau mon 6. Hop là. Voilà. Alors du coup, à partir de ces éléments-là, vous pouvez directement, suivant le nombre de contrastes, après c'est vrai que pour Bonferroni, on ne peut pas savoir typiquement le nombre de contrastes qu'on va faire, mais on peut, pour certaines tables, directement savoir. Donc typiquement, pour la table de Fisher, on peut aller en 1, DDL intra, donc du coup, ça sera
il faudra chercher à la colonne 1 et à la ligne 156. Mais bien sûr, il n'y a pas toutes les lignes, comme vous allez le voir. Donc je vous montre juste là la table de Fisher. Je vous la remontre plutôt. Et du coup, là, si on veut chercher le 156, alors je vais lentement parce qu'il a un petit peu du mal quand j'enregistre en même temps, il y a plein d'onglets ouverts. Donc là, du coup, soit on arrondit à... Donc là, le mieux, c'est de prendre 150, du coup, c'est la valeur la plus proche. Donc là, si on a 156, le mieux, c'est de prendre 150. Donc là, typiquement, si on sait que notre DDL intra est égal à 156, et bien on sait que les valeurs critiques seront 3,91 point seuil de significativité alpha à 0,05 et de 6... oula, attendez. C'est 3,91 et 6,81 point seuil de significativité alpha à 0,01. Et donc typiquement là, si vous voulez, vous pouvez essayer de trouver par exemple pour la table de données, quelle serait la valeur critique, tout simplement. Simplement à partir de ce plan et de ce DDL. Donc là, si vous avez bien compris, vous savez que la colonne qu'il faut viser, c'est là, contenant le 4, parce que c'est le nombre de modalités, nombre de groupes. Et le DDL intra reste le même, c'est 156. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre la table de données. Hop. Et du coup, 156, bah là, vous voyez que là, soit on prend 120, soit on prend l'infini. Donc là, on était à combien déjà? On était, ah oui, à 4 groupes, donc oui, 4. Donc là, vous voyez, donc soit on prend 5,66, 8,82, soit on prend 5,52, 8,53. Je pense que le mieux, c'est de prendre 120, parce que là, les valeurs critiques sont un peu plus sévères. Alors, après, ce que je vous conseille, si vous avez un peu mal avec le a priori, le a posteriori, il y avait notre prof de TD qui a laissé sur le Moodle un petit schéma en fait pour savoir qu'est-ce qu'on doit choisir quand. J'avais trouvé ça très intéressant. Bon, et voilà, du coup, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour comprendre comment on trouve les valeurs critiques pour chacune de ces tables, dans le cas de comparaison analytique. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.